Séance précédente. Et pour toutes les personnes qui font partie de la délégation Occitanie, à la fin de la conférence de ce matin, vous êtes appelés sur le devant de scène pour une photo collective. Merci. Bien, avant de passer la parole à Josette Sixic, Christophe, deux petits mots, quelques petites précisions par rapport à ce matin. Alors, deux petits mots concernant la plateforme qui vous a été présentée donc, par Élise, par Séraphin Légal et le cabinet Capstan. Deux petits mots parce que j'ai entendu le niveau sonore monter dans la salle à un moment donné quand vous avez vu passer des tarifs forfaitaires, etc. Alors, premier élément à préciser, c'est que les tarifs qui étaient affichés ne sont pas les bons tarifs. Deuxième élément qui est important, voilà qui rassure tout de suite. J'aime bien entendre le « ah ». Deuxième élément qui est important, c'est que la Fédération nationale ne se désengage pas de votre soutien juridique pour chacun d'entre vous, c'est-à-dire que chaque question ne sera pas payante. C'est ce que vous avez cru comprendre pour certains d'entre vous. C'est vrai que ça n'a peut-être pas été suffisamment clair, mais nous maintenons le niveau de prise en charge sur les questions telles qu'il pouvait être précédemment. L'autre élément, je parle sous contrôle... et vous savez combien le contrôle est important. L'autre élément qui est important aussi, c'est qu'en fonction de la nature des questions que l'on verra, nous, en tant que fédération, effectivement, arriver, tout cela engendrera derrière des fiches juridiques en fonction de la récurrence des questions. C'est-à-dire que si l'on voit un certain nombre de questions qui portent sur le même sujet, nous demanderons à ce qu'il y ait la réalisation d'une fiche juridique, laquelle fiche juridique sera prise en charge par la Fédération nationale, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc c'était des éléments que je souhaitais vous préciser parce que j'ai entendu le brouhaha ambiant et puis pour des questions de timing, effectivement, nous ne vous avons pas laissé la possibilité de l'exprimer, mais je l'ai entendu aussi au moment de la pause et je voulais bien préciser ces éléments-là. Vous dire aussi que la plateforme qui a été travaillée donc, vraiment par une équipe extrêmement motivée, et vous l'avez senti ce matin, cette plateforme sera opérationnelle, on la souhaiterait opérationnelle à partir de la fin du mois de novembre, hein, c'est le calendrier que l'on s'est donné. C'était une version bêta que vous aviez ce matin, donc ne vous focalisez pas sur les éléments qui ont été présentés, même si l'architecture générale était bien là, mais en tout cas je voulais vous préciser ces éléments financiers qui sont extrêmement importants et qui, je pense, recadrent un petit peu les choses par rapport à ce que vous aviez pu comprendre pour certains d'entre vous. Merci pour ces éclaircissements. Il est vrai que dès qu'on parle de finances, tout de suite, c'est important. Bien, nous allons essayer, non pas que nous soyons déjà à un niveau élevé, mais essayer de prendre un petit peu de hauteur avec une conférence sur tourisme et mutation aux sources du changement. Et je vais demander à Josette Sixic, journaliste, rédactrice en chef de Touriscopie, de venir nous rejoindre sur scène. Bonjour Josette, vous êtes spécialiste des comportements et des pratiques touristiques et de leurs évolutions. Alors ça tombe bien, puisque déjà ce matin, nous avons abordé les problèmes liés au changement, aux mutations, aux évolutions du tourisme dans notre société. On a parlé bien entendu d'observation. L'Office de tourisme de France a dit qu'il en faisait véritablement l'un de ses piliers essentiels. On est aussi dans une dimension marketing avec le suivi des comportements clients. Je pourrais commencer en vous posant une question, mais on ouvrira aussi, si vous voulez bien, le débat avec la salle pendant la petite heure qui nous reste. J'aimerais bien vous poser la question suivante. Quels sont les indicateurs que l'on doit utiliser lorsqu'on parle effectivement de comportements et de pratiques touristiques? Est-ce qu'il y a des comportements qui sont plus fiables que d'autres? Est-ce qu'éventuellement, par exemple, l'un des premiers éléments qui pourrait être l'élément que l'on va qualifier de démographique est un élément fiable? Vous me posez beaucoup de questions en une. Alors, le premier point que je voudrais soulever, c'est que j'ai beaucoup de choses à dire, mais que je n'aurai pas le temps de les dire. Donc, on pourra profiter de la journée pour pouvoir se parler et vous pourrez me poser des questions. La commande qu'on m'avait faite, c'était comportement SWOT, mais c'était quand même le futur.
On m'avait demandé de parler des évolutions des comportements touristiques dans les années à venir. C'est pour ça que j'ai précisé dans le petit texte que vous avez dans vos programmes que le futur n'est jamais sûr, que le futur peut progresser, peut avancer, mais que malheureusement, très souvent, il peut reculer ou tout au moins stagner. Donc, l'esquisse que je vais vous dresser, et bien sûr, n'a rien de définitif et n'a rien de catégorique. C'est simplement une vision que l'on peut avoir des, disons, 10, 15 ans à venir. À mon avis, au-delà, on fait vraiment de la science-fiction. On ne peut pas aller beaucoup plus loin. Donc, pour en revenir aux indicateurs que vous avez mentionnés, effectivement, ils me servent beaucoup à moi, comme tous les gens qui essayent de regarder un petit peu plus loin. Donc, ces indicateurs qui nous permettent de comprendre ce qui va se passer demain, il y en a des fiables, Frédéric l'a dit, et puis on va parler aussi de ceux qui sont moins fiables, mais qui sont néanmoins extrêmement importants. Alors, les indicateurs fiables, c'est relativement fiable, on n'est pas à la merci d'un impondérable, c'est quand même la démographie. Alors moi, je suis énormément la démographie, pourquoi ? D'abord, un chiffre auquel je tiens. Quand je suis née, il y a quand même déjà pas mal de temps, il y avait 2,5 milliards d'habitants sur la planète. Il y en a 7 milliards aujourd'hui. Il y en aura 8,5 milliards en 2030 et à peu près 10 milliards en 2050. Donc, cela, vous ne serez pas étonné de voir, de constater qu'effectivement, on a pu passer de 50 millions de touristes internationaux dans les années 60 à plus d'1 milliard, 1,3 milliard aujourd'hui, et que tout ça va continuer de progresser. Mais il y a un effet donc mécanique. Je ne vais pas empiéter sur le débat que nous aurons cet après-midi sur le tourisme de masse, mais le tourisme de masse n'est pas qu'une conséquence du développement des transports et autres, et du tourisme, c'est aussi le résultat du développement de la démographie. Alors, qu'est-ce qu'il faut aussi observer quand on observe la démographie ? C'est bien évidemment le taux d'urbanisation de la population. On vit aujourd'hui dans un monde où les grandes concentrations urbaines sont devenues courantes et où plus de 60 millions de la population vit dans des villes et dans des grandes villes. Et il y en aura de plus en plus. Tout ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'effectivement, soit la ville va devoir se transformer en territoire viable, soit il faudra prévoir de plus en plus de moyens pour les urbains de sortir des villes. Néanmoins, la bonne nouvelle, c'est que les urbains auront des comportements, enfin la bonne et mauvaise nouvelle, auront des comportements d'urbains et risquent d'exiger sur des destinations touristiques à peu près les mêmes services qu'ils ont dans des villes. Donc c'est un sujet qui est très complexe, le rapport des urbains aux services lorsqu'ils sont en vacances. On va avoir là des comportements extrêmes, ceux qui veulent plus du tout, ceux qui veulent absolument rompre avec leurs habitudes et ceux qui veulent au contraire, comme dit mon ami Jean-Didier Urbain, déplacer leurs habitudes. Troisième point en ce qui concerne la démographie, ça vous le savez, c'est le vieillissement de la population mondiale, notamment dans les pays occidentaux. On reste sur l'Occident, là. Alors ce vieillissement, moi c'est quelque chose que je suis depuis très longtemps, puisque ça fait très longtemps qu'on sait que la population vieillit. On a des pays laboratoires comme le Japon, où on a été le premier pays à assister à un vieillissement de la population. On a un peu parlé de tourisme senior. Je pense que le secteur touristique a été très en deçà de ce qu'il aurait pu faire sur le public senior.
sachant, mais là je ne peux pas rentrer dans les détails, qu'il n'y a pas une catégorie de seniors. Les seniors aujourd'hui, c'est entre 60 et 90, voire 100 ans. Il y a au moins 4 catégories, donc 4 catégories de demandes qui sont un petit peu différentes. Et on n'a pas tellement attaqué cette demande senior, alors que les Américains la traitent depuis très longtemps. En Espagne, on a essayé, il y a pas mal de modèles de resorts pour accueillir le public senior. Donc voilà, il y a encore un chantier là qu'il faudrait essayer d'aborder. Alors, pour ce qui est de toujours de la population, il y a un phénomène aussi qui est important, c'est l'augmentation des solos. Alors, les solos, c'est les personnes seules. On n'arrive pas très bien à cerner la quantité de personnes célibataires, parce qu'il peut y avoir des gens qui sont célibataires officiellement, mais qui vivent à deux, ou le contraire, des gens qui sont mariés et qui vivent seuls. Mais néanmoins, on est quand même sur une augmentation assez importante des foyers à une personne. Or, la personne seule a des demandes quand même assez particulières en matière de tourisme et de vacances, à laquelle ces demandes, on commence à un petit peu y répondre, mais ça reste encore très marginal. Donc là encore, la démographie peut servir à aiguiller, à guider des inventions de nouveaux produits touristiques. La famille, c'est aussi un modèle évidemment qu'il faut suivre, que j'ai suivi moi pendant des années, puisque c'était quand même la structure familiale était en train d'évoluer. Aujourd'hui, on parle beaucoup de familles recomposées. Bon, les familles recomposées, c'est quand même relativement marginal. Si on prend le cas de la France, on est à 500 000 familles recomposées. En revanche, sur 8 millions de familles avec enfants. En revanche, la part des familles monoparentales grimpe régulièrement. Quand j'avais commencé à faire Touriscopie, on était à, 5%, et maintenant on est à quasiment 20% de familles monoparentales. Donc la famille monoparentale, c'est une laissée pour compte. Elle a très peu de moyens, ce n'est pas les célibatantes qu'on montre dans la presse People, c'est une famille qui n'a pas beaucoup d'argent, qui est obligée des mères à 80%, qui est obligée de se débrouiller toute seule, et qui a besoin de tas de petits services qu'on ne lui rend pas encore toujours suffisamment. Ça commence, là aussi, mais ça commence tout doucement. Et puis le modèle dominant est la famille traditionnelle, on n'en parle pas, mais c'est quand même le modèle dominant, sauf que dans cette famille traditionnelle, on n'est plus sur un modèle de 2 parents, 2 enfants, mais on est aujourd'hui majoritairement sur un modèle de 2 parents et 1 enfant. La France, là, aujourd'hui, fait partie des pays qui connaissent des structures familiales avec un enfant unique. Donc, ça veut dire que dans une offre touristique, quand il y a 1 enfant seulement, les chambres d'hôtel doivent pouvoir abriter l'enfant unique qu'on amène, et c'est le cas en Italie, en Allemagne, etc. Et évidemment, en Chine encore, dans quelques années, on aura 2 enfants peut-être, mais c'est encore ce modèle d'enfant unique. Donc voilà, j'ai essayé de faire le tour très rapidement de la démographie. Je pourrais vous rajouter encore 2 ou 3 choses qui m'ont beaucoup intéressée, par exemple. C'est que si on prend les États-Unis, où il y aura 400 millions d'habitants dans les 20 ans qui viennent, une partie grandissante de la population sera une population qui est née de parents hispanophones. Le changement s'est fait il y a déjà quelques années. Donc ça veut dire que ces Américains d'origine hispanique, qui seront de plus en plus nombreux, quand ils viendront en Europe, d'abord seront plus attirés par des séjours dans leur pays d'origine, mais quand ils viendront en Europe, parce qu'ils en pratiqueront la langue plus ou moins bien,
seront plus tentés d'arriver par l'Espagne que d'arriver par la France. Donc rien n'est jamais acquis. Il faut voir les choses bouger, évoluer et se dire quelles implications ça peut avoir pour mon secteur touristique. Autre chose qui m'avait beaucoup intéressée, c'est que les Chinois, par exemple, nos Chinois qu'on attend, nos touristes chinois qu'on attend de pied ferme, en Chine, il y a à peu près 40 millions aujourd'hui de chrétiens. Et on prévoit que dans les années qui exercent ces chrétiens, qui pratiquent plus ou moins clandestinement leur religion, ce nombre de chrétiens est en train d'augmenter. On pourrait atteindre les 200 millions de chrétiens. Donc ça veut dire que les villes sanctuaires, que des villes comme Lourdes, etc., qui voient déjà, je les avais interrogés, qui voient déjà arriver des clientèles asiatiques assez nombreuses, pourraient en voir arriver de plus en plus de Chine. Autre chose aussi que j'ai trouvé extrêmement intéressant, le gros de la démographie, j'ai parlé des 10 milliards d'habitants demain, c'est évidemment l'Afrique. Qui va connaître une explosion de sa population. On va passer à 2,5 milliards à peu près d'habitants en Afrique, avec des très gros pays, des gros pays comme le Nigeria, des pays dans lesquels se développe une classe moyenne qui voyage. Les Africains, heureusement, ne sont pas que des migrants, qui voyagent beaucoup à l'intérieur de leur continent, mais qui voyagent beaucoup vers l'Europe. Et ça, ce sont des populations, effectivement, qui seront de plus en plus nombreuses dans nos pays, avec une spécificité quand même de leur demande. Et puis, vous avez l'islam. On va passer à 2,5 milliards de musulmans. Vous savez qu'aujourd'hui se développe dans beaucoup de pays musulmans ce qu'on appelle le tourisme halal, qui pèse un poids absolument fabuleux que j'ai oublié en termes de milliards de recettes. Ce n'est pas seulement dans les pays musulmans que se développe ce tourisme halal, un tourisme qui consiste à effectivement manger de la nourriture halal, avoir des salles de prière, séparer les hommes et les femmes dans les piscines, et autre chose, mais des pays comme l'Espagne, comme l'Angleterre, etc., ont accepté de développer ce type d'offre touristique. Aujourd'hui, on a la moitié de musulmans dans le monde, il y en aura le double demain, donc il va falloir essayer de gérer ces arrivées. Je crois que je vais peut-être en arrêter avec la démographie. Oui. Juste dire quand même une chose qu'on oublie, c'est que quand on parle de population touristique, il ne faut jamais oublier qu'on a affaire à 4 ou 5 générations. Donc on n'a pas affaire à une population homogène, il n'y a pas un touriste, mais il y a des touristes, et des touristes qu'il faudrait segmenter au moins dans ces 5 catégories, qui sont la génération, si on se place à l'horizon 2030 par exemple, donc la génération des baby-boomers qui auront 80 ans, qui continueront sans doute bon pied bon oeil à vouloir voyager, puisque c'est quand même eux qui ont inventé Nouvelles Frontières, les vols charter et autres. On aura une génération qu'on appelle X aujourd'hui, qui est une génération qui aura une 60aine d'années, qui entrera dans l'âge de la retraite, qui sera déjà une génération acquise au numérique, qui aura connu Internet et autres. On aura ensuite nos millennials, cette fameuse génération Y, donc on parle beaucoup, qui effectivement a inventé beaucoup de choses, dont Facebook, Airbnb et autres, mais elle aura 50 ans, dans 20 ans. Donc, quelles seront ces pratiques? On ne sait pas encore très bien, mais en tout cas, c'est vrai que ce seront des as de la technologie et du tourisme collaboratif. On a les petits Z qui sont nés dans les années 2000, qui sont en train de grandir.
et d'arriver sur le marché, et là qui seront bien installés sur ce marché. On les observe beaucoup pour savoir quelles sont leurs attitudes. Pour l'instant, ça ne change pas beaucoup de celles de leurs aînés. Et puis on aura ce que j'appelle les petits F, qui seront nés dans les années 2010 et qui sont encore tout petits, mais qui auront peut-être, très probablement en tout cas, des habitudes de consommation touristique un peu différentes. Voilà. Merci, merci pour déjà ces éléments et puis ces chiffres. Lorsqu'on parle effectivement de démographie, on parle beaucoup de chiffres. Ce matin, monsieur le maire de Tours, justement, a fait une remarque pertinente sur la volonté, en tout cas affichée par le gouvernement, d'accueillir prochainement 100 millions de touristes. Est-ce qu'on peut considérer que les données d'ordre climatique, environnemental, sont des données fiables et comment peut-on les intégrer justement dans votre approche ? Alors, pour moi, l'indicateur climatique et environnemental est aussi un indicateur fiable. Bon, en gros, on a devant nous, comme on l'a beaucoup dit dans la presse cet été, la bande-annonce de ce qui va se passer dans les années à venir. Le réchauffement climatique, on en parle depuis longtemps, personne n'y croyait. Puis on a eu en live cet été canicules et autres catastrophes un peu partout dans le monde, catastrophes climatiques, qui nous ont montré que ça y est, on est rentré dans... on ne tiendra pas les accords de Paris, déjà, quoi qu'on en dise. Donc le réchauffement de plus de 2 degrés aura bien lieu, avec toutes les conséquences catastrophiques pour certaines régions. Et le tourisme va devoir gérer, bien évidemment, un problème supplémentaire. Alors ce problème, ça va être quoi? Ça va être d'abord en termes de comportement. Je pense qu'aujourd'hui, enfin à partir de maintenant, il va y avoir une véritable exigence climatique, ce que j'appelle de sécurité climatique vis-à-vis des clientèles qui auront... on l'a vu arriver ça sur la montagne quand il n'y avait pas de neige. On n'a pas envie d'aller dans une montagne où il n'y a pas de neige, donc c'était créer des assurances pour essayer de pouvoir annuler relativement facilement son séjour en cas de pas de neige. Mais en cas de canicule, je sais qu'il y a aussi une application qui s'est mise en place avec je ne sais plus qui, mais moi je crois que là, il va falloir le devoir de vous, Office du tourisme, ça va être d'essayer de sécuriser au maximum les populations touristiques qui viendront, qui pourront exiger, à mon avis, dans les années à venir, de pouvoir annuler sans frais en cas de canicule avérée, si celle-ci s'est déclenchée 10 jours avant leur arrivée. Et surtout, il va falloir prendre un maximum de mesures. Bon, je parle plus des villes, là, mais dans les villes, on prévoit 2 degrés de plus, quand même, dans les années à venir. Donc, essayer de prévoir des dispositifs de concert avec la ville, bien sûr, des services de la ville, pour assurer un maximum de rafraîchissement, de sources de rafraîchissement dans la ville. Alors, évidemment, c'est pas facile à faire, je le sais bien, mais il va falloir y penser. Et ce qui va faire la différence entre un territoire et un autre, c'est celui qui aura les capacités à gérer une situation de catastrophe climatique. Idem sur les inondations, on va faire plus confiance, ou les typhons ou autres. On n'en est qu'au début de ce qui nous attend. Il va falloir être capable de prouver qu'on a un dispositif de sécurité qui permet soit d'évacuer, soit de sauver les gens, soit de les rafraîchir tout simplement, etc. C'est un vrai gros problème à gérer. Et malheureusement, je pense qu'on ne peut pas en faire l'économie. Et je sais bien que c'est pas facile. Donc ça, c'est le climat. Moi, j'ai aussi réfléchi à une sorte de réhabilitation du climatisme. On a, Géraldine Leduc qui est dans les salles va peut-être me le confirmer, on a supprimé l'appellation station climatique. Oui, c'est ça, à l'heure où, à mon avis, il faudrait
la faire revivre, parce que je crois qu'il va y avoir justement de la part des populations urbaines une vraie demande d'accès de territoire dans lequel on pourra tout simplement aller prendre le frais. Donc plutôt proche des villes, peut-être en montagne plus qu'à la campagne, etc. Mais ça va impliquer des problèmes de régler des problèmes de transport et des problèmes d'accessibilité. Mais là, je pense que c'est un vrai sujet. On peut réinventer le climatisme aujourd'hui. J'ai peur d'être un peu trop longue parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais quand j'ai parlé du réchauffement climatique, c'est une chose. Après, il faut parler quand même de l'environnement et de la prise de conscience, hein, là, aujourd'hui, de l'opinion par rapport aux problèmes environnementaux et par rapport notamment aux problèmes de dégradation de la pureté de l'air, de l'eau, de la terre, de l'assiette, hein, de tout ce qu'on mange. Alors, c'est des problèmes qu'on n'a pas gérés. Hein. On le savait, moi j'avais organisé un colloque sur l'environnement il y a 40 ans. On avait dit déjà, non pas 40, 30, j'exagère, je me vieillis, mais enfin quand même. Et aujourd'hui, ces problèmes sont là. Et l'ennui, c'est que les gens sont au courant. Hein. La différence fondamentale, c'est pas le problème qui est nouveau, c'est que l'opinion est alertée. L'opinion sera de plus en plus alertée. Je connais mes confrères de la presse, ils ont mis le doigt sur des sujets extrêmement porteurs, très spectaculaires. Et il y a énormément de scientifiques qui ne demandent qu'à pouvoir enfin développer sur la presse grand public leur thèse. Donc l'opinion est alertée. À partir du moment où elle est alertée, elle est défiante. Donc là encore, elle se méfie, les gens vont se méfier d'un petit peu tout. Donc, alors ça a commencé par l'assiette. Hein, j'ai peur de tout ce qu'on mange, donc je vais devoir vérifier de plus en plus l'origine de la nourriture, y compris dans les bons restaurants, l'origine du vin, etc. Bon, après, circuits courts et autres seront bien sûr à l'honneur, mais il y a quand même les problèmes de pollution. On n'est pas encore alerté là-dessus à l'intérieur des bâtiments et notamment à l'intérieur des chambres d'hôtel. Les chambres sont peut-être plus polluées que l'air extérieur. Et les grands groupes hôteliers travaillent énormément sur ces sujets pour essayer de trouver des solutions. Donc là où on se croyait à l'abri, on ne sera plus à l'abri. Et puis il y a le problème de l'aérien et le problème des cabines d'avion. Ça, c'est encore... les lobbies ont réussi à éviter que l'opinion soit alertée sur ces problèmes de pollution et de bactéries qui se trimballent en grand nombre à l'intérieur des cabines, mais c'est sur le point d'éclater. Donc il va y avoir quand même ces gros problèmes qui sont en train de se poser. Là encore, je sais bien que c'est difficile de les régler, mais il ne faudra pas être étonné qu'on ait affaire à une population qui soit de plus en plus réticente à venir dans certains endroits, à fréquenter tel type d'établissement, etc. Et puis, dernier point que je voudrais souligner, qui me semble, il y a quand même important, c'est la disparition des espèces. Là encore, l'alerte existe. Tout le monde a entendu parler des 30% d'animaux, et notamment d'oiseaux, qui avaient disparu depuis ces 20 ou 30 dernières années. Les insectes, évidemment, on en est spectateur, plus de moustiques dans certaines villes, des abeilles à Paris, en masse. Bon, maintenant ça se voit, toutes ces choses qu'on lisait dans les journaux se voient aujourd'hui dans notre quotidien. Donc sont en train, mais ce qui me semble important, puis la disparition des espèces animales, mais ce qui me semble important, c'est que sont en train de se nouer de nouvelles relations aux vivants. Par exemple, je m'explique, vis-à-vis des animaux, pour moi, on est sur la fin du zoo traditionnel tel qu'on l'a conçu il y a une cinquantaine d'années, des parcs aquatiques, etc. Pourquoi ?
Je vous donne juste cette anecdote qui m'avait mis sur la piste. Il y a 5 ans environ, une orque avait tué une monitrice dans un parc aquatique en Floride, je crois. Et sur les réseaux sociaux, l'opinion a pris le parti non pas de la monitrice qui avait été tuée par l'orque, mais a pris le parti de l'orque. Et c'était quand même SeaWorld, pas n'importe quel groupe, quand même, qui détenait ce parc. Et devant la levée de boucliers, ils ont été obligés de changer complètement la stratégie de leur parc et de ne plus mettre d'animaux vivants, utiliser des animaux vivants pour faire des spectacles animaliers. On a le mouvement anti-corrida, vous êtes au courant. Bon, bref, il y a quand même le mouvement anti-viande, etc. Donc, à mon avis, ça fait partie des changements qui sont en cours, qu'on essaye encore de ne pas avoir. Il y a les cirques, il y a je ne sais pas combien de villes qui ont décidé de ne plus avoir d'animaux dans leur spectacle. Donc, bon, ce n'est pas majeur pour le secteur touristique, mais quand même, les animaux dans les activités de loisirs, ça pèse encore très lourd. Donc là, à mon avis, il y a des choses qui se passent sur lesquelles il ne faut pas fermer les yeux. En termes de pollution, oui. Juste une chose encore, les pollutions lumineuses, on commence à être alerté, enfin ça fait longtemps qu'on aurait dû l'être sur les pollutions lumineuses. Évidemment, on a donné l'ordre d'éteindre les lumières pendant la nuit au commerce, mais on redécouvre les vertus et la beauté d'un ciel étoilé. Et je crois que là, il va falloir aussi essayer de réduire un maximum ces pollutions lumineuses qui sont une des raisons, une des nuisances qui pénalisent le plus les oiseaux. Dernier point, j'y tiens, les pollutions sonores. On ne fait pas grand-chose contre les pollutions sonores. On commence à découvrir que le bruit tue, et tue beaucoup de gens. Et il faudra, à mon avis, très rapidement intervenir, notamment dans les lieux touristiques. Voilà, je suis très longue, mais je vous l'avais dit. On a bien compris effectivement toute l'importance des indicateurs liés au climat et à l'environnement. Qu'en est-il des indicateurs d'ordre économique et ceux liés au contexte alors, que l'on va qualifier de géopolitique, quelle que soit la strate? Est-ce qu'on a le temps d'en parler 5 minutes? Alors, 5 minutes, Oui, je voudrais... Bon, alors, un autre indicateur fiable, c'est quand même la technologie. Mais vous savez beaucoup de choses sur ce sujet, peut-être plus que moi, parce que je crois qu'on en parle énormément. Bon, effectivement, Internet a complètement révolutionné les pratiques et les comportements. Le smartphone les a aussi beaucoup révolutionnés. À mon avis, les grands changements ont eu lieu. Les scénarios de rupture, ça y est, ils ont eu lieu. Donc, on va assister à une amplification du phénomène, une sophistication des outils dont on dispose. Mais bon, je crois que l'intelligence artificielle est en train de démontrer ce dont elle est capable. Donc, il faut suivre ça de très près. Donc, si vous en êtes d'accord, je n'en parlerai pas plus. Les robots, etc., il y a plein d'articles là-dessus. Les indicateurs qui sont extrêmement importants, mais qui sont des indicateurs malheureusement peu fiables, sur lesquels on est obligé de faire des scénarios positifs, négatifs et des scénarios de stabilité, c'est bien entendu la géopolitique. Vous le savez, la situation politique internationale et nationale est déterminante en matière de flux touristiques. Nos pays ont été victimes de terrorisme, on en parle un petit peu moins aujourd'hui, mais il suffit que ça d'un autre drame, et puis il faudra bien réaborder le sujet. Donc se pose bien évidemment le problème de sécurité, puisque là, la demande de sécurité fait partie des demandes montantes de la part des clientèles touristiques. Alors, je sais qu'il y a eu un colloque, par exemple, l'an dernier, sur la ville et la sécurité. La question qui était posée par des urbanistes, des architectes, etc., c'est est-ce qu'on fait des villes forteresses, vraiment, ou est-ce qu'on fait des villes où il fait encore bon vivre, on n'a pas l'impression d'être dans des bunkers. Donc, ça fait partie quand même des problèmes qu'il faudra affronter. Moi, ce qui me semble intéressant en matière
de géopolitique, bon, ça rejoint l'économie, c'est quand même l'émergence des classes moyennes, et on sait qu'à partir du moment où il y a émergence d'une classe moyenne, il y a développement des départs en vacances hein, et des départs touristiques. Donc, sauf catastrophe, hein, on devrait continuer sur cette pente ascendante. On a vu les classes moyennes se développer en Asie et ça fournit quand même des flux touristiques considérables. Donc, il faut continuer à avoir l'œil là-dessus, et notamment donc en provenance d'Afrique hein, aujourd'hui, ça c'est important. Rien malheureusement n'avait laissé prévoir une élection d'un Donald Trump et un Brexit en Angleterre, donc ça vous donne une idée de l'incertitude dans laquelle on est quand il s'agit de géopolitique. Mais donc il y a deux scénarios en gros. J'ai un peu lu hein, ce que disaient pas mal de politologues. Donc soit la situation continue de se dégrader et on a des zones entières de la planète qui sont rayées des cartes touristiques, soit ça se dégrade encore pas mal, mais on arriverait en 2030 à une sorte d'apaisement. On sera passé tout près de la catastrophe et ça y est, une humanité un peu réconciliée va émerger, va avoir évité le drame. C'est à prendre avec des pincettes, tout ça, mais c'est bien entendu déterminant. Cela dit, c'est en 2030 que l'humanité s'apaise un peu. On en a encore pour 12 ans à devoir affronter une situation compliquée. Je reviens juste à l'économie, parce que l'économie, c'est moins fiable aussi. Là, scénario pessimiste et scénario optimiste. Mais ce qu'on peut dire de sûr dans le domaine de l'économie, à mon avis, c'est que le modèle libéral l'aura emporté. Donc les inégalités subsisteront. La bonne nouvelle, c'est que le tourisme de luxe a encore de très beaux jours devant lui, parce qu'on aura toujours et encore une population touristique qui voudra fréquenter des établissements de grand luxe. C'est déjà le cas aujourd'hui, mais ça, c'est une valeur montante. La deuxième chose qui me semble important à dire, à évoquer, c'est quand même le travail. Les façons, c'est lié à l'économie. Hein. À mon avis, l'économie collaborative, on a beaucoup dit au début, mais oui, c'est parce qu'il y a eu la crise, donc ça ne durera pas. C'est pas vrai, on se rend compte aujourd'hui que pas du tout. L'économie collaborative est lancée, il y a des gens extrêmement puissants qui en sont les acteurs, donc c'est du gagnant-gagnant, hein, ça satisfait à la fois le client et l'opérateur, donc il n'y a pas de raison de faire machine arrière. Évidemment, vous savez tous comme moi que dans le secteur touristique, c'est qu'une économie relativement prospère. Je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait malgré toutes les petites guérillas contre les Airbnb et autres, et Uber, etc. Bon, on va gérer ces problèmes et puis ça continuera, ça s'amplifiera. Et ce qui est même intéressant, c'est que je pense que demain, quasiment tout le monde sera opérateur touristique. Hein. Vous et moi, à un moment donné, dans une vie, on aura besoin de louer son appartement ou de louer sa voiture à des particuliers. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Moi, je pense que c'est plutôt pas mal. Ça n'empêchera jamais les opérateurs privés qui font bien leur travail de continuer à avoir une clientèle qui viendra chez eux. Donc je ne dresse pas un opérateur contre l'autre. Hein. Je crois que c'est simplement le monde dans lequel on évoluera et qu'il faut savoir s'en accommoder. En ce qui concerne le travail, donc là c'est pour moi peut-être une des rares bonnes nouvelles à vous donner. On dit qu'on ne connaît pas les métiers de demain, hein. À peu près la moitié des métiers qu'il y aura demain aujourd'hui n'existent pas. En tout cas, ce qui est clair, c'est que grâce à la puissance de l'informatique et du numérique, le télétravail continuera de se développer. L'auto-entrepreneuriat d'une part, le télétravail donc aussi, sont deux choses un peu différentes. Ce qui veut dire qu'on va évoluer de plus en plus,
évoluer vers une désaisonnalisation des temps de vacances, hein, ce tourisme des 4 saisons dont j'entends parler depuis 30 ans, qui a toujours été le miroir aux alouettes, des professionnels du tourisme, comment sortir de ces sacro-saints temps de vacances. Aujourd'hui, on est en train d'en sortir grâce aux télétravailleurs. On a beaucoup parlé cette année, tout d'un coup, des gens qui partaient en vacances en septembre. C'est certes des gens qui n'ont pas d'enfants, mais c'est aussi des gens qui ont la possibilité de prendre des vacances hors saison. Et pourquoi ils ont cette possibilité? Tout simplement parce que voilà, quoi, ils peuvent continuer à télétravailler. Donc on va évoluer vers ce que j'appelle les vacances tous les jours, le holiday every day, qui est qu'on a vu émerger avec les 35 heures. Déjà, on s'est aperçu qu'il y avait des gens toute la semaine qui étaient en vacances, quoi, un petit peu le lundi, un petit peu le mercredi, déjà le vendredi. Ce phénomène va s'amplifier et bien entendu, il va falloir y répondre. C'est-à-dire que pour un territoire touristique, ça pourra devenir très très pénalisant, ça l'a toujours été, mais de tirer les rideaux, de fermer les volets à la fin de ce qu'il aura considéré comme une haute saison touristique, alors que la saison pourrait se poursuivre beaucoup plus longtemps. On en parlera cet après-midi lors de l'atelier. Je voulais encore juste vous poser une question en matière d'indicateurs. d'indicateurs. Vous allez martyriser encore? Et oui, je suis désolé, mais ça fait partie de mon travail. Ce matin, monsieur le maire de Tours parlait du tourisme en disant qu'il oblige à l'excellence. Il oblige à l'excellence en matière de sécurité, il oblige à l'excellence en matière de propreté environnementale, il oblige aussi à l'excellence en matière de qualité. Est-ce qu'on peut considérer que l'offre touristique est l'un des indicateurs fiables ou moins fiables sur un territoire? Bien entendu, l'offre touristique, moi je la perds jamais des yeux. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que l'offre a créé de la demande. Alors on va parler de deux phénomènes majeurs. C'est quand même le low cost. Si on avait demandé à un touriste qu'est-ce que vous voulez avoir comme avion, il n'aurait jamais osé vous dire il y a 30 ans qu'il faudrait avoir des avions à 50 € pour traverser l'Europe. C'était simplement pas viable. Or, le low cost est arrivé. C'est un modèle qui, pour l'instant, d'après les spécialistes, tient la route, sauf à regarder évoluer la situation de Ryanair. Mais bon, c'est quand même ce qui a ça tient la route, peut-être pas pour tout le monde. Pour Paul Fabing, ça n'a pas tenu la route ce matin. Je dis ça, je dis rien. J'ai pas compris ce que vous avez dit. Non, c'est parce qu'on a un ami qui devait prendre un avion, mais malheureusement, il avait pris un low cost et l'avion n'était pas là ce matin. Donc, il n'a pas pu nous rejoindre sur cette journée. Ah, d'accord. Donc, voilà. Donc, l'offre touristique, c'est quand même, grâce au low cost, une énorme démocratisation du transport aérien. Donc, la possibilité pour beaucoup de gens de pouvoir aller visiter des pays auxquels ils n'avaient pas accès. Pour moi, c'est tant mieux si on sait gérer le problème. En fait, il faut savoir le gérer. Et je ne veux pas encore reparler du débat de cet après-midi sur le tourisme de masse, mais il est clair, selon moi, que c'est quand même ce phénomène-là qui a généré cette massification touristique dans les villes. Évidemment, les territoires littoraux, montagnes, etc. l'ont connu avant. L'économie collaborative, oui, ça c'est un phénomène extrêmement important. En même temps, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est quand même l'économie collaborative qui a permis à l'hôtellerie de se re-questionner et d'évoluer dans le bon sens aujourd'hui. On a quand même beaucoup d'innovations dans l'hôtellerie, y compris sur le plan architectural, sur le plan environnemental. Voilà, il y a une telle exigence sur l'environnement qu'on demande à un hôtel d'obéir à des normes durables. De la même façon, on voit se développer, ça continuera de se développer, des modèles très originaux sur l'eau, dans les airs, sur les arbres, et des hôtels éphémères. Et ça, moi, je pense que l'hôtel éphémère rendra de grands services au secteur touristique, notamment sur des périodes d'événementiel. Donc, bon, le tourisme, c'est majeur de le regarder évoluer, mais surtout, pour des Français, de le regarder évoluer dans tous les pays du monde. Il
faut bien se rendre compte qu'on n'est plus au centre du monde, que même si demain, la population mondiale va augmenter partout, sauf en Europe, hein, j'ai oublié de le dire, hein, on va rester autour de 700 millions de personnes, on restera une très grande destination touristique, mais la concurrence, elle est partout aujourd'hui. Donc il faut quand même voir comment, dans d'autres pays, se développe cette concurrence, notamment en matière d'hébergement, en matière de transport, y compris en matière d'écomobilité, etc., etc. Juste avant de passer la parole à la salle, une dernière question de ma part. Est-ce qu'on peut considérer que certains indicateurs d'ordre culturel sont aussi importants et fiables? Je voudrais juste faire un focus, par exemple, sur la musique. On peut facilement comprendre que, par exemple, la musique est utilisée et exploitée à des fins de promotion touristique, avec notamment aux États-Unis la country, en Angleterre le folk, en Italie la musique classique, en Espagne le flamenco. Qu'en est-il pour nous en France? Alors, vous êtes très gentil, donc vous faites allusion au dernier ouvrage que j'ai publié, qui s'appelle « En avant la musique », que Jean-Didier Urbain a préfacé, a beaucoup souffert pour le préfacer, mais il m'a fait l'amitié de le faire. Donc mon propos était de dire, là, bon, on vit dans un pays qui a quand même un patrimoine musical important, et on ne sait pas l'exploiter comme d'autres pays voisins, donc notamment l'Italie, notamment l'Espagne avec le flamenco. Si on va un petit peu plus loin, on va trouver l'Argentine avec le tango, et bien entendu nos amis anglais qui ont fait à Liverpool, une ville qui était une friche industrielle, qui ont fait un formidable musée à ciel ouvert sur les Beatles et qui font 300 000 arrivées internationales par an aujourd'hui, et les Américains, bien entendu, qui l'exploitent à fond. Donc, et puis il y a plein d'autres pays comme ça. Donc, nous, en France, on a toujours flatté, on s'est toujours intéressé au patrimoine historique, à tout ce qui se voyait. Donc les églises, les châteaux, les lavoirs, tout ce que vous savez, les musées, etc. C'est l'œil qui a été pris en compte, mais on n'a pas pris en compte la dimension sonore, ou pas assez en tout cas. Et là, c'est pas que la musique qu'il convient d'exploiter, notre formidable patrimoine musical, mais c'est aussi les sons d'une façon générale, et notamment les sons des oiseaux, etc., sur lesquels je sais qu'il y a eu des initiatives, mais peut-être étaient-elles un peu en avance, et peut-être que le moment est arrivé aujourd'hui. Le touriste aura envie pas seulement de regarder le spectacle du monde, mais de l'entendre, et aussi de le sentir, puisqu'il y a la dimension olfactive qui est quand même importante. Non, j'ai juste, et après je vais peut-être passer aux questions. Non, en termes de comportement, de grandes tendances comportementales, je pense que plus que jamais aujourd'hui et dans les années à venir, les gens seront préoccupés par leur santé physique et mentale. Il y a menace, donc il y a repli sur le corps, on se fait des kits de survie. Donc, d'où la nécessité de les sécuriser au maximum, cette santé passant partout, l'air qu'on respire, l'assiette que l'on mange, le bruit, etc. Et puis, assorti d'une dimension plaisir, on vit quand même dans une société hédoniste qui, à mon avis, le restera. Quant à cette demande de happiness, qui est un mot maintenant qu'on utilise beaucoup, tout est happy, tout doit être happy. Le président chinois a même inscrit de happiness à l'ordre du jour des dictats qui doivent gouverner la société chinoise. Il y a 3 mots, santé, argent et bonheur. Ce sont les 3 mots qui doivent dicter la population chinoise dans les années à venir. Donc ce happiness qui est source effectivement d'activités, de loisirs dans le secteur touristique, à travers toutes sortes de stages, de je sais pas quoi, de séjours, de yoga, de méditation, de jeûne assorti à de la rando, de biodanse, de tout ce que vous voulez.
Il n'y a pas si longtemps encore, je disais c'est une vague, c'est une déferlante, ça continuera de déferler. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un risque, mais j'en suis pas sûre, d'avoir le retour de balancier. C'est-à-dire qu'au contraire, parce qu'il y a beaucoup de charlatans dans ce milieu, parce qu'il y a beaucoup de promesses non tenues, parce qu'il y a une banalisation même de l'offre, je pense qu'on aura affaire à un client de plus en plus défiant, méfiant là aussi, par rapport à l'offre qui lui est faite. Mais bon, c'est un vrai sujet qu'il faudrait développer. Merci. On va rester là-dessus. Un client qui sera peut-être de plus en plus défiant, de plus en plus méfiant vis-à-vis de l'offre, mais dont les offices de tourisme et les territoires feront tout pour le rendre heureux et lui donner le bonheur qu'il mérite. Des questions dans la salle, histoire de rebalancer un petit peu de côté positif, parce que... sur les critères. Je vous ai fait de la peine. Des questions dans la salle avant que nous allions déjeuner ensemble. Allez-y. On a 5 petites minutes si vous avez des questions ou si vous voulez apporter des compléments d'information aux remarques de Josette. Vous levez la main, vous vous présentez, vous prenez le micro. N'hésitez pas. La fin se fait sentir. Il semblerait donc que la fin justifie les moyens. Merci Josette. Pas de questions, mais il y aura peut-être des personnes qui souhaiteront vous interpeller pendant le déjeuner. Le livre donc est sorti, En avant la musique, les relations complexes entre musique et tourisme de Josette Sixic, disponible au prix de 25,50 €. À la sortie, vous avez 300 livres qui vous attendent. Merci. C'est pas vrai. Merci beaucoup à vous et je suis à votre disposition avec grand plaisir. Voilà, il nous reste à vous souhaiter un bon appétit, à vous dire qu'on se retrouve à 14 h ici même, donc pour la suite de l'après-midi, avec les tendances du tourisme et une première partie très intéressante. Merci à toutes et à tous.